Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'était bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djéser, à Saqqara. Eh oui, Djéser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent à que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant. La voie du buffle d'eau. Au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle,
des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse, et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur, et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos, et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes. Vous survolez le désert du Sahara à bord d'un petit avion léger lorsque vous apercevez quelque chose de vraiment étrange. Cela semble appartenir à un monde très différent de celui qui se trouve sous vos yeux, à l'océan. Mais quel océan peut être assez grand pour abriter une étoile de mer aussi monstrueuse? Vous descendez et vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas d'une étoile de mer, mais d'une dune imposante dont la forme est tout à fait unique. Et il y en a d'autres. De loin, ces magnifiques structures de sable ressemblent un peu à des pyramides. Elles ont un sommet pointu et des branches en étoile. Portant le nom de dunes étoilées, ce sont les plus grandes et les plus complexes dunes au monde. Les chercheurs ont découvert des formations similaires sur Mars, et même sur Titan, l'une des lunes de Saturne. Les dunes étoilées ne sont pas très rares. Elles sont particulièrement répandues dans le sud-est du Maroc, près de la frontière avec l'Algérie. C'est cette région que vous êtes en train de survoler, et la dune qui vous émerveille se nomme Lala Lalia. Il s'agit probablement de la plus célèbre d'entre elles. Une géante de 100 mètres de haut, les scientifiques pensent qu'elle s'est formée en moins d'1 millier d'années. Que diriez-vous d'aller explorer ces formations singulières? Voilà un endroit idéal pour atterrir. Les dunes étoilées doivent bien sûr leur nom à leur forme. On les trouve dans les régions où les vents changent de direction tout au long de l'année. Présentes à différents endroits de notre planète, il n'existe toutefois qu'une seule dune étoilée officielle dans le registre des roches, où sont consignées toutes les données géologiques relatives à l'évolution de la Terre. La dune étoilée en question se trouve en Écosse.
et elle est très ancienne. Elle a environ 250 millions d'années. C'est tout ce que nous savons au sujet de ces formations si étranges, car nous ne savons pas ce qu'il nous faut chercher pour les identifier. Autre problème, les dunes étoilées se forment souvent dans des endroits reculés, ce qui les rend extrêmement difficiles à étudier. Imaginez que vous atteigniez le village le plus proche, que vous parcouriez ensuite je ne sais combien de kilomètres jusqu'à la dune elle-même, et que vous ayez ensuite à gravir plusieurs centaines de mètres de sable glissant. Tenteriez-vous l'aventure ? Mais puisque vous avez déjà atterri et que la dune se trouve juste devant vous, pourquoi pas ? Après tout, vous voilà arrivé dans un champ de dunes appelé Erg Shebi. Heureusement pour vous, cette zone est depuis longtemps un lieu de passage très fréquenté par les touristes. Regardez, au loin, il y a des hôtels et même une route praticable. Les scientifiques qui ont examiné Lala Lalia avant vous ont utilisé un géoradar pour en savoir plus sur cette formation de sable. Ce radar permet de détecter les plus infimes différences de taille entre les grains de sable ainsi que la teneur en eau sous la surface de la dune. Voilà comment il est possible de créer une image des couches intérieures de la dune. Attention, il s'en est fallu de peu. Vous voyez cette tranchée ? Les chercheurs l'ont creusée pour y prélever des échantillons de sables enfouis et les analyser. Un processus vraiment intéressant. En effet, lorsqu'il est enfoui profondément, le quartz contenu dans le sable absorbe les radiations provenant des sources naturelles de notre planète. On peut donc comparer les grains de quartz à de minuscules batteries rechargeables. Ils peuvent stocker l'énergie qu'ils tirent de ces radiations. Une fois rentrés dans leur laboratoire, les chercheurs font en sorte que les grains libèrent cette énergie, qui se manifeste sous la forme de lumière. Les scientifiques mesurent ensuite cette luminosité, ce qui leur indique quand le sable a été exposé pour la dernière fois à la lumière du soleil. Lorsque les experts qui ont creusé ces tranchées ont regardé à l'intérieur de Lala Lalia, ils ont été stupéfaits. L'énorme formation était en fait très jeune, pour une dune bien sûr. On s'attendrait à ce qu'une dune de plusieurs centaines de mètres de haut soit assez ancienne, c'est-à-dire qu'elle date de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'années. Mais ce n'est pas le cas ici. La partie supérieure de la dune a eu 900 ans tout récemment. Mais regardez le sable près de la base de la dune, oui, juste là. Il a été enfoui il y a environ 12 ou 13 000 ans, comme les plus anciennes dunes de la région. Ces vieilles dunes ont été actives pendant quelques milliers d'années, puis quelque chose a mal tourné. Pendant 8000 ans, le sable ne s'est plus accumulé à cet endroit. Un mystère ? Les scientifiques ont peut-être une explication. Une première période de calme a eu lieu à une époque où le climat était chaud et humide. Oui, nous parlons bien du Sahara. Cela remonte à environ 11 700 ans. C'était la fin de la dernière période glaciaire et le début d'une nouvelle ère, l'Holocène. Et devinez quoi ? Le Sahara est alors devenu vert. Il a commencé à fleurir comme un joli jardin botanique. Des plantes ont commencé à pousser un peu partout, stabilisant le sable. Si vous aviez visité la région à cette époque, vous ne l'auriez pas reconnu. En revanche, vous auriez probablement croisé des humains errant de marécage en marécage et chassant pour se nourrir. Des chercheurs ont trouvé des fragments de poterie et des outils en pierre sur l'un des versants de Lala Lalia. Oui, les dunes de sable se forment et se déplacent tout au long de leur vie, engloutissant et protégeant les vestiges que nous laissons sur notre passage. Il vous suffit de creuser suffisamment et vous trouverez quelque chose qui vous ouvrira une fenêtre sur le passé. Il peut s'agir de fossiles anciens, de coquillages, de coraux ou de plantes préhistoriques. Ces fossiles nous fournissent des informations précieuses sur l'histoire de notre planète et sur les êtres qui ont habité ces régions. Cela peut paraître surprenant, mais dans le désert du Sahara, des scientifiques ont découvert des reptiles marins et des poissons fossilisés bien préservés dans les couches inférieures de ces anciennes dunes de sable. Ce sont les vestiges de l'époque où la mer recouvrait le Sahara il y a des millions d'années. Quoi qu'il en soit, si vous voulez survivre, il est temps de quitter cet ancien paradis. Il y a 4000 ans, la période humide s'est achevée et le Sahara s'est à nouveau asséché. Notons que notre dune n'a pas commencé à se former tout de suite. Pendant un certain temps, le sable s'est déplacé ici et là, mais ne s'est pas accumulé. Il est également possible que la dune ait commencé à se développer à un autre endroit. C'est une théorie intéressante. Les scientifiques ont en effet récemment découvert que Lala Lalia se déplace d'environ un demi-mètre par an et qu'elle accumule environ 6400 tonnes de sable chaque année. Si votre voyage dans les dunes vous a inspiré et que vous souhaitez maintenant en explorer d'autres,
J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hélas, même s'il existe des dunes étoilées un peu partout dans le monde, elles sont très difficiles à détecter. Le problème, c'est qu'elles sont énormes, mais qu'elles n'ont pas de signes distinctifs. Il vous faut donc de très grands lits de roches exposés si vous voulez avoir une vue suffisamment large pour identifier une dune étoilée. Et il existe certainement des endroits où il est possible d'effectuer de telles recherches. Mais il vous faudra savoir reconnaître tout un ensemble de caractéristiques diverses. Et en étant très attentif et en étudiant beaucoup, vous tomberez peut-être un jour sur l'une de ces mystérieuses dunes étoilées. Commentez ci-dessous si vous souhaitez partir à la recherche d'une de ces merveilles. En attendant, poursuivons notre voyage. Vous décidez de vous reposer et vous commencez à descendre le long de la dune. C'est alors que vous entendez des bruits étranges et inquiétants. Y a-t-il des fantômes dans les environs ? Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Avez-vous déjà entendu parler d'un phénomène appelé sable chantant ? En descendant une pente sablonneuse, vous déplacez les grains de sable qui viennent se frotter les uns contre les autres, créant cette sinistre musique. À chaque pas, le sable sous vos pieds s'anime comme un chœur de fantômes sifflant et chuchotant. Ces bruits vont du bourdonnement sourd aux gémissements aigus. C'est comme si une symphonie d'un autre monde résonnait dans les dunes. Mais bien sûr, les scientifiques ont leur propre explication. Ils attribuent ce phénomène aux bonnes conditions atmosphériques, ainsi qu'à la taille, à la forme et à la teneur en eau des grains. Vous avez presque atteint le pied de la dune, mais attention à ne pas glisser. Lorsqu'une dune de sable atteint un certain degré d'inclinaison, elle forme une pente, et elle devient très glissante. Cette pente se trouve généralement du côté sous le vent de la dune et à l'abri du vent dominant. Les grains de sable commencent à s'accumuler du côté exposé au vent, rampant lentement le long de la pente douce de la dune. À un moment, ils atteignent le sommet. La gravité prend le dessus, et ils commencent à glisser vers le bas, déclenchant un effet de cascade. On dirait une avalanche miniature. Et mieux vaut ne pas se trouver sur son chemin. Lorsqu'on aperçoit un arc-en-ciel, c'est souvent interprété comme un présage de chance. À l'inverse, la vision d'un poisson des abysses est généralement considérée comme le signe de malheur imminent. Explorons ensemble ces anciennes légendes et la signification qu'elles pourraient avoir dans la vie moderne. En août 2024, les Californiens débutaient leur journée comme à l'accoutumée. Le soleil radieux les incitait à se rendre à la plage pour profiter du beau temps. Ils s'adonnaient au kayak et à la plongée, lorsque l'un d'eux distingua soudainement quelque chose d'inhabituel. Un poisson de très mauvais augure. La créature, mesurant près de 4 mètres, était un régalèque, un poisson dont seule une vingtaine de spécimens se sont échoués sur les côtes californiennes depuis 1901. Habitant les profondeurs obscures de l'océan, ils sont souvent associés à un désastre imminent. Mais pourquoi ? Selon le folklore japonais, ces créatures seraient annonciatrices de catastrophes. Considérées autrefois comme des serpents de mer, elles sont surnommées les messagers du palais des fonds marins. Elles quitteraient ce lieu majestueux uniquement pour prévenir les humains des ravages à venir. Et voici pourquoi les régalèques sont perçus comme des signes funestes, leur apparition étant souvent suivie d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les océanographes eux-mêmes reconnaissent la renommée de cette association troublante. C'est là que les choses prennent un tour étrange. Le régalèque s'est échoué près des côtes de San Diego le 10 août. 2 jours plus tard, le 12 août, un séisme de magnitude 4,4 a frappé Los Angeles. Et ce phénomène n'est pas inédit. En 2011, au Japon, environ 20 régalèques ont été retrouvés échoués le long des plages et des côtes de Tohoku. Peu après, un tremblement de terre de magnitude 9 et un tsunami ont frappé la région. Un incident similaire s'est produit aux Philippines. Le 8 février 2017, un régalèque a été aperçu. Et 2 jours plus tard, un séisme de magnitude 6,7 secouait la ville et les provinces voisines. Bien entendu, il est impossible de prouver que ces événements soient véritablement liés. La Seismological Society of America insiste pour dire qu'il ne s'agit que de superstitions. Et une étude récente ayant analysé ces coïncidences a conclu que cette association n'avait pas de fondement statistique. Mais peut-on dire qu'il n'y a véritablement pas de lien de cause à effet ? Depuis des siècles, les humains ont observé que les animaux adoptèrent des comportements étranges, juste avant les catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de séismes, d'inondations ou même de tsunamis. C'est comme si les animaux percevaient des signes qui nous sont invisibles.
En réalité, cette théorie est soutenue par de nombreuses études scientifiques. Celles-ci montrent que les animaux sont capables de percevoir de subtils changements environnementaux, tels que des fluctuations du champ électromagnétique terrestre ou des infrasons, des éléments que l'homme ne peut pas discerner. Cela s'explique par le fait que la plupart des animaux disposent d'une gamme auditive plus étendue et de sens particulièrement affinés qui leur permettent de détecter les gaz émis par la Terre. Cette théorie s'est popularisée après le tsunami dévastateur de 2004, qui a ravagé plusieurs villes et villages d'Indonésie. La majorité des systèmes d'alerte conçus par l'homme ont cessé de fonctionner, échouant ainsi à prévenir la population du désastre imminent. Certains capteurs étaient hors service en raison de travaux de maintenance, tandis que d'autres zones côtières étaient dépourvues de tout système d'alerte au tsunami. Un bien triste concours de circonstances. Pourtant, dans les minutes et les heures précédant l'arrivée de la vague de 9 mètres, certains animaux ont perçu le danger et ont fui. Des témoins rapportent que des éléphants se sont précipités vers les hauteurs, des flamants roses ont quitté leur nid en basse altitude et des chiens ont refusé de sortir. Un habitant a observé un troupeau de buffles tournant leurs oreilles vers la mer avant de se lancer vers le sommet d'une colline. De nombreux rescapés du tsunami se sont fiés aux réactions des animaux comme signaux d'alerte. Et ce n'était pas la première fois que l'homme avait recours aux animaux pour sauver sa vie. Le premier récit officiel remonte à 373 avant notre ère. Bien que nous n'ayons pas été là pour le constater, l'historien grec Thucydide relate que des rats, des fouines et des serpents ont été vus fuyant la ville avant qu'un tremblement de terre massif ne s'y produise. Alors, qu'est-ce que les animaux peuvent s'en percevoir et que les humains ne détectent pas? Afin d'en savoir plus, des scientifiques ont installé des balises de biologging sur des vaches, des moutons et des chiens vivant en Italie. Pendant environ 6 mois, ils ont suivi ces animaux, période durant laquelle plus de 18 000 séismes ont été enregistrés dans la région. Ce qui surprend le plus, c'est que les animaux commençaient à modifier leur comportement jusqu'à 20 heures avant qu'un tremblement de terre ne survienne. Avant un séisme, il se produit un phénomène appelé trou positif. Une charge électrique s'élève de la croûte terrestre vers la surface. Ce phénomène altère les molécules d'air dans les zones affectées et les animaux semblent capables de capter ces signaux. Des indices suggèrent également que les animaux pourraient détecter des changements dans les nappes phréatiques. Avant les tremblements de terre, la pression sur les lignes de faille peut libérer du radon, un gaz capable de modifier la composition chimique des eaux souterraines. Les animaux dépendants de ces ressources pourraient ainsi percevoir ces variations et réagir en conséquence. Les oiseaux se montrent aussi particulièrement sensibles aux fluctuations du champ magnétique qui peuvent se manifester juste avant un séisme. Une autre étude a été menée près du mont Etna, l'un des volcans les plus actifs du monde, situé en Sicile. En 2002, une violente éruption avait anéanti un télésiège, 2 hôtels et plusieurs commerces à proximité de l'Etna. Au fil des années, un groupe de chercheurs a donc entrepris de surveiller les comportements des chèvres vivant aux abords du volcan. Leur grande découverte est survenue en 2012, lorsque les chèvres ont commencé à se comporter de manière erratique environ 6 heures avant une nouvelle éruption de lave. Les scientifiques ont ainsi pu prédire rétrospectivement près de 7 catastrophes en 2 ans. Et tout cela grâce à des chèvres. En 2014, un groupe de chercheurs étudiant les parulines à ailes dorées du Tennessee a observé un phénomène singulier. Les oiseaux avaient soudainement dévié de leur site de nidification habituel. Ces petits migrateurs ont parcouru 700 km depuis les montagnes Cumberland, où ils venaient d'arriver après un voyage de plus de 4800 km en provenance d'Amérique du Sud. Peu après le départ des parulines, une série de plus de 80 tornades s'est abattue sur la région, causant des dommages de plus d'1 milliard de dollars. Les chercheurs qualifient ce comportement de migration d'évacuation. Les oiseaux auraient perçu les tornades à plus de 400 km de distance. Les infrasons sont des indicateurs clés de catastrophes naturelles. Les tempêtes et les tornades génèrent des infrasons extrêmement puissants, capables de voyager sur des milliers de kilomètres. Il s'agit de très basses fréquences, situées en dessous de 20 Hz. L'audition humaine ne permet pas de capter ces sons. En effet, notre ouïe se situe entre 20 et 20 000 Hz. Cela signifie que nous pouvons percevoir des sons très graves, comme une basse profonde, jusqu'aux sons aigus, comme le bourdonnement d'un moustique à proximité de notre oreille. Les éléphants, pour leur part, peuvent entendre des fréquences en dessous de 20 Hz, ce qui les rend experts dans la détection de catastrophes. Les scientifiques pensent aussi que la capacité à percevoir les infrasons aide les oiseaux à éviter les tempêtes lors de leur traversée océanique. L'océan Pacifique, bien loin de mériter son nom,
réserve souvent des tempêtes violentes aux courageux navigateurs qui osent le traverser et que leurs instruments satellites ne peuvent pas toujours détecter. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris mène actuellement un projet pour suivre plus d'une centaine d'oiseaux durant leur traversée annuelle du Pacifique. Avec le soutien de la Station spatiale internationale, les chercheurs tentent de comprendre comment ces oiseaux réagissent aux aléas naturels en cours de route. Mais cette idée ne fait pas l'unanimité. Certains scientifiques affirment que, bien que les animaux soient sensibles aux variations environnementales, il serait hasardeux de prévoir les catastrophes en se basant sur leur comportement. L'Institut d'études géologiques des États-Unis note que la majorité des observations de comportements inhabituels avant des catastrophes restent anecdotiques, et que des études à grande échelle n'ont pas encore établi de lien direct. Bien que nous ne possédions pas de capacité extraordinaire pour anticiper les catastrophes, certains indices peuvent néanmoins nous avertir du danger. Par exemple, si vous vous trouvez dans une zone où la foudre est imminente, vos cheveux pourraient vous en avertir. La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djéser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djéser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djéser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains.
et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degré de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degré de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degré de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. Nous ne qualifierions pas cette île de mystique sans les récits décrivant les géants qui l'habitent. L'île de Gozo, située à Malte, sert de toile de fond à une légende ancienne. Malte, nation insulaire nichée dans la mer Méditerranée, au sud de l'Europe, occupe une position stratégique exceptionnelle. Au fil de son histoire, elle a été gouvernée par de nombreuses civilisations, parmi lesquelles les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Carthaginois. Par une nuit glaciale, il y a plusieurs millénaires, un fermier aperçut le ciel virer à l'orange, puis au rouge, avant d'entendre un bruit sourd retentir. Bien que le sol tremblât légèrement, il ne s'agissait pas d'un séisme. En scrutant la forêt,
il distingua une silhouette colossale, plus haute que les arbres. Approchant avec précaution, il réalisa qu'il s'agissait d'une femme, une géante, qui se présenta sous le nom de Sansuna. Contrairement aux terribles géants décrits dans de nombreux récits, Sansuna ne nourrissait aucune intention de détruire l'humanité. Bien au contraire, elle se montrait bienveillante et généreuse. Elle révéla aux fermiers que son peuple pouvait aider à défendre leurs terres contre les envahisseurs. Les habitants furent intrigués par cette proposition, d'autant plus que, située sur une route commerciale stratégique, Malte était fréquemment la cible d'invasions. La légende raconte que Sansuna s'installa à Malte et ne tarda pas à se mettre à l'œuvre. Mais son travail ne consistait pas en de simples tâches. Elle transportait des monolithes gigantesques sur son épaule pour édifier un temple monumental appelé Gantija, signifiant la tour des géants. Elle accomplissait cet exploit tout en portant, sur l'autre épaule, son enfant, mi-humain, mi-géant. Selon certains récits, Sansuna se nourrissait exclusivement de haricots et de miel, bien que d'autres substituent le miel par de l'eau. Ce qui prête à sourire, c'est que Malte, malgré sa modeste taille, 10e plus petit pays au monde, aurait été la terre d'accueil de géants. Allez comprendre. Le temple évoquait un immense jeu de Tetris, certaines pierres atteignant le poids impressionnant de 20 éléphants. Ces blocs monolithiques sont si massifs que les spécialistes estiment qu'il aurait fallu la force conjointe de 50 hommes pour en soulever un seul. Aussi captivante que soit cette histoire, les humains n'ont jamais prouvé l'existence réelle des géants, rendant ce récit hautement improbable. Certains textes anciens mentionnent brièvement une espèce de géant appelé Nephilims. Ces derniers auraient été des colosses terrifiants, responsables de nombreux ravages sur Terre, avant de disparaître au moment du déluge. Cependant, aucune preuve tangible de leur existence n'a jamais été découverte, jusqu'à l'apparition d'un élément intrigant. L'archéologie maltaise a mis au jour plusieurs découvertes étonnantes au fil des années, dont l'une des plus marquantes est connue sous le nom de crâne de l'hypogée. Ce terme, d'origine grecque, signifie « souterrain ». Ce site extraordinaire fut découvert au cours de la première décennie du XXe siècle, lorsqu'un appel urgent parvint au directeur du Musée national de Malte. Des ossements remarquables avaient été déterrés par accident, nécessitant son expertise immédiate. L'hypogée se présentait comme une véritable ville souterraine, composée de labyrinthes et de salles réparties sur plusieurs niveaux. Ces structures avaient été taillées dans un calcaire similaire à celui utilisé pour les temples maltais situés en surface. L'hypogée regorgeait de précieuses reliques et d'artefacts inestimables. Les chercheurs ont rapidement établi que l'hypogée servait de lieu de dernier repos pour les habitants de l'époque. Parmi les découvertes figuraient de nombreux ossements, squelettes et surtout des crânes. Ces derniers n'étaient pas des crânes humains classiques, mais appartenaient à la catégorie dite allongée. Plus intriguant encore, ces crânes ont été dissimulés au public pendant de nombreuses années, alimentant des spéculations et donnant naissance à une multitude de théories. Cette découverte a constitué un tournant pour l'archéologie maltaise, même si les scientifiques se sont retrouvés démunis face à cette énigme. Certains se sont interrogés sur l'origine de ces crânes, se demandant s'ils étaient naturels ou avaient été altérés, en sachant que certaines cultures utilisaient des techniques de déformation crânienne. D'autres chercheurs ont évoqué des hypothèses plus audacieuses, allant des petits hommes gris aux géants légendaires. Certains suggèrent même que ces crânes allongés pourraient être des sculptures dédiées à des divinités venues d'ailleurs. Faute de preuves pour confirmer ces théories, une question demeure. Qui étaient réellement les bâtisseurs des temples mégalithiques de Malte? Examinons les faits établis par les scientifiques. Les temples mégalithiques de Malte se dressent depuis 3500 ans avant notre ère, ce qui les rend encore plus anciens que les pyramides d'Égypte. La véritable énigme réside dans le fait que ces édifices aient été érigés bien avant l'apparition de l'écriture. Pourtant, leur construction nécessitait des compétences technologiques avancées que l'on peine à expliquer. Le temple de Gantija semble défier toute logique humaine par son ampleur. Le temple sud possède un couloir bordé de 4 salles ovales, évoquant la forme d'un grand trèfle. Dans l'une de ces salles, les archéologues ont découvert des autels ornés de motifs en spirale. Ces structures, vraisemblablement utilisées à des fins rituelles, témoignent de l'importance des pratiques spirituelles chez les premiers Maltais. Le temple nord, bien que similaire dans sa conception, est plus modeste et dispose d'une entrée si basse qu'elle oblige les visiteurs à se courber pour y pénétrer. Ce détail pourrait symboliser un geste de déférence envers les divinités vénérées en ces lieux. Il est difficile de ne pas s'interroger sur les raisons mystérieuses qui ont poussé ces bâtisseurs à créer un temple d'une telle envergure. Peut-être ont-ils enrôlé l'un dragon de Daenerys pour déplacer ces monolithes?
Bien sûr, il ne s'agit que d'une plaisanterie, mais saviez-vous que les célèbres portes de Médina, à Malte, avaient servi de décor pour Port-Réal dans l'épisode 3 de la première saison de Game of Thrones? Quoi qu'il en soit, revenons aux géants. La théorie selon laquelle ces lieux avaient une vocation rituelle a gagné en crédibilité lorsque les archéologues ont mis au jour des figures énigmatiques surnommées les Dames Grasses. Ces petites statues, au corps rond et au visage reflétant une grande joie de vivre, semblent-tu témoigner d'un certain hédonisme. Ces statues rappellent étrangement une version miniature de Sunsuna, la géante évoquée précédemment. Les scientifiques estiment qu'elles figuraient probablement le bien-être et la prospérité. Leur existence atteste non seulement des compétences artisanales avancées des anciens Maltais, mais aussi de l'intentionnalité de leur construction et de leurs créations artistiques. L'une de ces œuvres, connue sous le nom de « La Dame endormie », est une pièce d'art néolithique représentant une femme de forte corpulence, allongée sur le côté, semblant dormir paisiblement. Après des analyses approfondies, les chercheurs ont supposé qu'elle incarnait la grande faucheuse. Découverte dans l'hypogée, un vaste lieu de sépulture, cette statue se distingue des autres Dames Grasses, notamment par sa coiffure et sa jupe ornée de broderies. Une autre statue intrigue particulièrement. Elle représenterait une femme mesurant 2,50 m de hauteur, accompagnée d'un fragment du bord de sa jupe. Sa découverte, pour le moins inhabituelle, remonte à 1915, lorsqu'un agriculteur, gêné dans son travail par de larges blocs de pierre, invita le directeur du Musée national de Malte à venir les examiner. Pour certains, cette trouvaille constitue la preuve de l'existence de Sunsuna, tandis que d'autres restent sceptiques. Et ce n'est pas tout. L'endroit où cette statue gigantesque a été trouvée abritait l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de Malte, les temples de Tarsien. Construits à partir de blocs de calcaire, certains mesurent dans 6 mètres de haut et pèsent environ 20 tonnes. En poursuivant ces fouilles, le directeur du musée, un certain Zamit, découvrit plusieurs sites similaires, tous composés de pierres mégalithiques. Ces structures, attribuées à des agriculteurs de l'âge de pierre ayant vécu sur une île isolée de la Méditerranée il y a des milliers d'années, défient toute logique. Il suffit d'observer les temples de Mnajdra. Il pourrait y bien représenter le tout premier calendrier au monde. Lors des équinoxes, le soleil traverse directement l'entrée principale et éclaire l'axe central du temple. Quant au solstice, ils offrent 2 variations remarquables. Pendant le solstice d'été, les rayons illuminent le bord du mégalithe, situé à gauche de l'entrée, tandis qu'en hiver, ils se déplacent vers la droite. C'est là une démonstration fascinante de précision astronomique. Et que dire des structures de halles tarxiens, déjà mentionnées? Ce complexe est considéré comme le plus ancien de tout Malte. Il a été édifié pour permettre des offrandes animales aux divinités. Une théorie confirmée par la découverte de nombreux ossements enfouis dans le sol. Les fouilles ont également révélé une riche collection de motifs en spirale, suggérant que les habitants utilisaient également cet espace pour des rituels religieux. Pouvez-vous imaginer que tous les êtres humains d'aujourd'hui sont issus seulement d'un millier de personnes? Il y a quelques 800 à 900 000 ans, la quasi-totalité de nos ancêtres ont disparu, ne laissant derrière eux qu'un petit pourcent de la population. Que s'est-il donc passé? La Terre connaît de fréquents cycles glaciaires. Nous appelons ça des périodes glaciaires. Autrefois, ces périodes étaient plutôt douces et se produisaient avec régularité, environ tous les 41 000 ans. Les périodes glaciaires sont liées à l'axe de la Terre. Notre planète étant légèrement inclinée, son axe n'est pas droit. Au fil des millénaires, cette inclinaison s'est légèrement modifiée. Ce minuscule changement affecte la quantité de lumière solaire que nous recevons, en particulier au pôle, et entraîne des épisodes de refroidissement ou de réchauffement d'une intensité inouïe. Il y a environ 2,6 millions d'années, lorsque les premiers hommes se sont établis sur Terre, l'époque du Pléistocène a commencé. C'est l'époque que nous appelons traditionnellement l'âge de glace, comme dans les films. De grandes nappes glaciaires recouvraient certaines parties de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. La glace n'était pas partout tout le temps. Ces cycles glaciaires allaient et venaient, et il arrivait que les nappes fondent temporairement. Mais dans l'ensemble, les conditions étaient beaucoup plus froides qu'aujourd'hui. Nous pouvons encore en voir la preuve. Les glaciers ont creusé des vallées et laissé derrière eux des formations impressionnantes telles que des moraines et des fjords. Et comme le niveau de la mer était très bas, une grande partie du monde était constituée de terre. Cela a permis aux hommes et aux animaux de voyager entre les continents et de se répandre partout. C'était l'époque de la mégafaune. Vous l'avez découverte au cinéma. Mammouths, laineux, félins à dents de sabre, paresseux géants,
et mastodontes. Nos ancêtres passèrent leur temps à chasser tous ces géants. L'homme n'est pas issu d'une seule lignée, ce n'est pas comme si les singes s'étaient lentement transformés en humains. Nous sommes constitués de différentes espèces, Homo erectus, Néandertaliens, etc. Mais une seule espèce, Homo sapiens, a survécu et est devenue l'homme moderne. Les conditions difficiles nous ont obligés à devenir plus intelligents. Nous avons appris à fabriquer des outils, des vêtements et des abris pour survivre. Nous sommes devenus des chasseurs-cueilleurs et nous avons inventé le feu, qui s'est avéré très utile au cours de la période glaciaire. Et oui, mais un grand changement inattendu allait survenir. Un événement désastreux s'est produit il y a environ 850 000 ans. Les humains ont dû faire face à un effondrement démographique majeur. Seules 1280 personnes ont survécu. Environ 99% des premiers humains ont été anéantis. Et nous descendons du petit pourcent qui a survécu. Cette quasi-extinction est, sans surprise, imputable au climat. Il s'agit de la transition du Pléistocène moyen. L'orbite de la Terre autour du Soleil s'est légèrement modifiée. Les niveaux de carbone ont chuté, beaucoup de choses se sont passées, et le climat de la Terre s'est emballé, devenant incroyablement froid et sec. Les mers sont soudainement devenues plus froides, et l'Afrique et l'Eurasie ont connu d'horribles périodes de sécheresse. Il était presque impossible de trouver de la nourriture. Les scientifiques ont appris tout ça en prélevant l'ADN d'environ 300 000 personnes dans le monde entier. Ils ont utilisé une nouvelle méthode qui leur a permis de retracer l'histoire de l'évolution humaine sur 1 million d'années et d'en apprendre davantage. Il n'est pas étonnant que l'on ne trouve pratiquement aucun fossile de cette époque. Il n'y avait presque personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, la plupart des singes avaient 24 paires de chromosomes. Mais lorsque la population s'est réduite, 2 des paires ont fusionné, et nous nous sommes retrouvés avec seulement 23 paires. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui nous a séparés des autres singes. Les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans ont tous 24 paires de chromosomes. Mais notre chromosome fusionné est devenu le chromosome humain. Comme un effet d'entraînement, cette petite chose a influencé notre cerveau, puis nous avons commencé à marcher sur 2 pieds et nous avons inventé le langage. Il a fallu aux humains environ 100 000 ans pour se remettre de cette catastrophe. Ce n'est qu'après tout ce temps qu'ils ont recommencé à se répandre. N'est-ce pas incroyable que nous soyons passés de 1000 à 8 milliards d'individus ? Quoi qu'il en soit, l'ère glaciaire a finalement pris fin il y a environ 1700 ans. Une période plus chaude, appelée Holocène, a commencé. Avec le réchauffement, les civilisations humaines ont enfin pu se développer. Il y a 5000 ans, c'était l'Égypte ancienne, puis la civilisation de la vallée de l'Indus, la Chine ancienne, et bien d'autres. Bien que nous ayons prospéré pendant un certain temps, un problème demeure. La transition du Pléistocène moyen a modifié la durée et l'intensité des cycles glaciaires. Avant la transition, il y avait bien des ères glaciaires, mais le froid était plus doux et les cycles plus courts. La Terre se couvrait d'un couche de glace tous les 4000 ans environ. Mais après la transition, les périodes glaciaires sont devenues plus longues et plus rigoureuses. Les cycles ont changé. Ils se produisaient tous les 100 000 ans, mais ils étaient très intenses. Les nappes glaciaires se sont agrandies, s'étendant même vers le sud. À partir de maintenant, les périodes glaciaires, qui continueront à se produire, seront donc un peu différentes. La prochaine devrait avoir lieu dans environ 50 000 ans, peut-être plus tard. Et le plus tard sera le mieux, mais en même temps, les conséquences seront beaucoup plus graves. Ce qu'ont vécu nos ancêtres s'appelle un goulot d'étranglement démographique. C'est ainsi que l'on appelle une réduction soudaine et importante de la taille d'une population. Cela se produit généralement à la suite de tremblements de terre, d'inondations ou de sécheresses, d'incendies et même d'actions humaines. Seules quelques personnes survivent, et elles seules peuvent transmettre leurs gènes aux générations futures. Et de tels goulots d'étranglement, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Notre espèce moderne, l'Homo sapiens, vivait à l'origine en Afrique. Il y a environ 60 à 80 000 ans, un petit groupe d'entre eux a quitté l'Afrique et s'est répandu dans le monde entier. Ce n'était pas sur un coup de tête. Ils ont dû se déplacer en raison des sécheresses et des énormes problèmes climatiques que connaissait l'Afrique à l'époque. Ils sont partis à la recherche de nourriture et ont trouvé de nouveaux lieux de vie. Ils ont traversé le Moyen-Orient, puis l'Europe et l'Asie, avant d'atteindre l'Australasie et les Amériques. Ils se sont rapidement installés sur différents continents et ont commencé à se mélanger avec les espèces autochtones, comme les Dénisoviens et les Néandertaliens. Mais il y a eu un problème. À l'origine, les espèces africaines étaient extrêmement diversifiées sur le plan génétique.
Mais comme seule une petite partie d'entre elles est partie s'installer ailleurs, la plupart de ces gènes n'ont pas pu être disséminés. Et cela a provoqué un goulot d'étranglement pour tout le monde. Les espèces semblables à l'homme qui virent ensuite le jour dans d'autres parties du monde se mirent à présenter une moins grande diversité génétique. Leur patrimoine génétique étant plus restreint, elles sont devenues plus vulnérables à diverses substances. La population africaine a également connu une baisse de sa diversité génétique. Mais au moins, les humains ont réussi à survivre. Toutefois, les populations non africaines ont fini par chuter et les Néandertaliens et les Dénisoviens ont disparu. Il n'est plus resté que nous, les Homo sapiens. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que tous les hommes modernes sont originaires d'Afrique. Les premiers hommes ont eu la vie dure. Il y a environ 74 000 ans, ils ont subi une nouvelle catastrophe, la catastrophe de Toba. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Il n'est pas certain que cette catastrophe se soit réellement produite. En fait, les scientifiques pensent qu'il y a eu une super éruption volcanique sur le site actuel du lac Toba, à Sumatra, en Indonésie. Cette éruption aurait été absolument catastrophique pour le climat et pour l'homme. Ce fut l'un des événements volcaniques les plus puissants de ces 2 derniers millions d'années. Le volcan aurait craché entre 3 et 6 000 km3 de lave et de matière volcanique. Pour mémoire, il y a environ 13 000 km3 d'eau dans toute l'atmosphère de notre planète. C'est dire si ça faisait beaucoup de lave. Cette terrible catastrophe a entraîné la formation du lac Toba, un immense lac de caldeira à Sumatra. Des tonnes de cendres et de dioxyde de soufre ont également été rejetées dans l'atmosphère. Cela a provoqué ce que l'on appelle un hiver volcanique. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas vraiment l'hiver, le sel donne un goût délicieux à nos chips et à notre popcorn. Mais ce n'est pas tout. On l'utilise dans des produits ménagers et industriels, dans les cosmétiques, les engrais, le traitement de l'eau et l'asphaltage des routes. Chaque année, environ 300 tonnes de sel sont produites dans le monde entier. Mais il y a un problème. C'est trop de sel pour notre planète. Vous voyez, le sel remonte progressivement à la surface à partir des roches océaniques situées en profondeur. Et ce processus est tout à fait équilibré, ou l'était, autrefois. L'homme est en train de bouleverser cet équilibre. Notre demande ne cesse d'augmenter et nous rejetons trop de sel dans les sols, dans l'air et dans la mer. Et si ce processus se poursuit sans contrôle, nous pourrions être confrontés à une menace existentielle. Oui, c'est vraiment grave. Et une étude récente menée par l'Université du Maryland le confirme. Il y a un phénomène connu sous le nom de cycle naturel du sel. Il existe depuis des milliers d'années. Le sel remonte naturellement par le biais du soulèvement géologique et de l'altération des roches. Par la suite, les roches se désagrègent et libèrent des ions de sel dans le sol. Certains de ces ions sont absorbés par les plantes et les organismes. D'autres sont emportés par les rivières qui les transportent vers les océans. Le sel pénètre également dans l'atmosphère par le biais de la poussière salée dans les régions sèches et des embruns dans les régions côtières. Le sel est essentiel pour l'homme, les animaux et les plantes, car notre organisme s'en nourrit. Pour faire bref, nous sommes un peu comme des systèmes électriques contrôlés par le sel. Le sol a besoin de sel pour rester compact. Les plantes en ont également besoin en petite quantité. Il permet à leur métabolisme de fonctionner correctement pour synthétiser la chlorophylle en quantité suffisante. Cependant, un excès de sel n'est pas une bonne chose. De nos jours, l'activité humaine perturbe le cycle naturel du sel, car nous en ramenons à la surface de la planète beaucoup plus rapidement qu'auparavant. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les chercheurs après avoir combiné des données provenant de différentes sources, notamment l'annuaire des minéraux de l'US Geological Survey et les relevés mondiaux de la composition des cours d'eau et des mesures de salinité. Le principal facteur à l'origine de ces changements est l'extraction du sel nécessaire, notamment à l'industrie alimentaire. À cela s'ajoutent les pluies acides, qui accélèrent l'altération des roches. Ces facteurs accélèrent la production de sel à la surface de la planète. À l'heure actuelle, la concentration de sel dans le monde est trop élevée. Le sol, les plantes et les animaux ne sont pas en mesure de le consommer en totalité. Pire encore, certaines espèces essentielles ne peuvent pas survivre avec ce surplus de sel. Leur disparition modifie la biodiversité et pourrait entraîner l'apparition d'espèces invasives, telles que le roseau commun. Il s'agit d'une plante hôte qui envahit les zones côtières. Il y a aussi le zooplancton, une espèce océanique importante pour la régulation des algues, et qui est extrêmement sensible au sel. Si cette espèce commence à décliner, cela risque de perturber les réseaux alimentaires mondiaux. L'excès de sel transforme également les terres agricoles en friches.
Des rapports récents ont montré qu'environ 13 millions de kilomètres carrés de terre sont déjà touchés. Il s'agit d'une superficie équivalente à 4 fois la taille de l'Inde. Dans certains pays, d'immenses zones deviennent infertiles à cause de cet excès. De plus, l'excès de sels est mauvais pour la santé. En effet, tout ce sel supplémentaire s'infiltre dans les eaux souterraines, les rendant trop salées pour la consommation humaine. Cette situation est particulièrement préjudiciable aux personnes qui doivent suivre un régime alimentaire pauvre en sodium. Et je ne parle pas seulement du sel de table ou du chlorure de sodium. Non. D'autres sels à base de calcium et de magnésium s'infiltrent également généralement lors de la production d'engrais et de matériaux de construction. Cela nous donne un affreux cocktail chimique de différents sels provenant de diverses sources. Et les scientifiques ne connaissent pas encore les effets qu'un tel mélange peut avoir sur nous, les humains. Vous vous dites qu'il est peut-être temps de réduire votre consommation de sel? Bien, mais ne le supprimez pas complètement. Dans les années 30, le docteur Robert McCance, du département de médecine expérimentale de l'université de Cambridge, a demandé à 4 volontaires de se passer complètement de sel pendant 10 jours. Ils ont d'abord dû transpirer pour évacuer le sel qui restait dans leur corps. Ensuite, le scientifique a littéralement dessalé tout ce qu'ils étaient autorisés à manger et à boire. Peu après, les participants ont commencé à éprouver des sensations étranges. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus beaucoup de goût dans ce qu'ils consommaient. La situation s'est aggravée. Ils ont commencé à être fatigués, puis ils ont rapidement été trop épuisés pour se nourrir. Ils ont commencé à présenter des signes d'hyponatrémie. C'est lorsque la concentration de sodium dans le sang est dangereusement basse. Les cellules sanguines grossissent, le sang ne parvenant plus à réguler la quantité d'eau qu'une cellule doit consommer. Si ce problème n'est pas traité, il peut non seulement entraîner des crises d'épilepsie, mais aussi avoir des conséquences beaucoup plus graves. À la fin de la période d'essai, les participants ont reçu des aliments salés. Miraculeusement, en l'espace de quelques minutes, ils ont retrouvé le sens du goût et leur énergie s'est reconstituée. À vrai dire, tout ça est un peu terrifiant. Si c'est ce que représente 10 jours sans sel, imaginez la catastrophe qui se produirait s'il n'y avait plus de sel du tout. Nous ne tiendrions pas longtemps, c'est certain. Et ce serait un drame sans fin non seulement pour nous, mais aussi pour les plantes et les animaux. Car ils ont autant besoin de sel que nous. Si nos océans perderont soudainement tout leur sel, les algues sous-marines disparaîtraient, ce qui réduirait presque de moitié la photosynthèse sur la planète. Les plantes terrestres suivraient le mouvement. Peu après la disparition du sel, nous serions donc confrontés à un problème de taille. Trop de dioxyde de carbone et pas assez d'oxygène. Notre climat commencerait à fluctuer, avec des températures extrêmement chaudes et froides, et les ouragans deviendraient incroyablement puissants et détruiraient tout sur leur passage. Heureusement, nous avons encore du sel dans nos magasins, et son cycle naturel pourrait redevenir plus ou moins stable. L'humanité connaît et utilise le sel depuis la nuit des temps. On l'utilisait par exemple pour les offrandes et la conservation des momies dans l'Égypte ancienne. C'était un produit de valeur que s'échangeaient les Phéniciens et les autres peuples du pourtour méditerranéen. Dans la Chine ancienne, les gens connaissaient plus de 40 types de sel qu'ils utilisaient à des fins médicinales. Dans l'Europe médiévale, Venise est devenue puissante grâce à son monopole sur le sel. Sa production et son transport ont favorisé l'apparition de nouvelles villes et la construction de routes. Salzbourg, la ville du sel, en Autriche, en est un excellent exemple. Aujourd'hui encore, le sel continue de nous surprendre. Par exemple, des chercheurs de la Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science de l'Université de Miami ont récemment découvert de rares bassins de saumure en eau profonde dans le golfe d'Aqaba. Il s'agit d'une extension septentrionale de la mer Rouge. Ces lacs salés sous-marins pourraient nous révéler le secret de la formation des océans il y a des millions d'années. Ils pourraient également nous donner des indices sur la vie extraterrestre. Les bassins de saumure font partie des environnements les plus extrêmes sur Terre, et pourtant, malgré leur salinité ultra élevée, leur chimie quelque peu exotique et leur absence totale d'oxygène, ils regorgent de vie. Des chercheurs ont même trouvé des molécules bioactives dotées de propriétés potentiellement anticancéreuses dans les microbes des bassins de saumure de la mer Rouge. Ces bassins dépourvus d'oxygène sont situés près de la côte et pourraient contenir des informations sur les tsunamis, les tremblements de terre et les crues soudaines qui ont eu lieu dans le golfe d'Aqaba,
il y a des milliers d'années. Le sel était même arrivé dans l'espace. Enfin, en quelque sorte. La Lune est comme une comète qui traverse le cosmos. Notre satellite naturel possède une fine queue de matière irradiée, que notre planète traverse directement une fois par mois. Or, selon une étude publiée dans la revue JJR Planets, cette queue lunaire serait constituée de millions d'atomes de sodium. Et comme vous le savez déjà, la formule chimique du sel est le chlorure de sodium. Ces atomes sont expulsés du sol lunaire par des météorites, puis poussés à des milliers de kilomètres en aval par le rayonnement solaire. Plusieurs jours par mois, lorsque la nouvelle Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, la gravité de notre planète entraîne cette queue de sodium dans un long faisceau qui s'enroule autour de notre atmosphère. La queue elle-même est inoffensive et invisible à l'œil nu. Mais pendant ces quelques jours, les télescopes les plus puissants peuvent en détecter la faible lueur orange dans le ciel. Préparez-vous à plonger dans la mer des mystères, également connue sous le nom de mer Noire. C'est la plus grande étendue d'eau intérieure au monde, plus vaste que l'ensemble de l'État de Californie. Elle abrite des dizaines de navires perdus, ainsi que quelques tunnels sous-marins secrets. Certains pensent même qu'elle fut autrefois une carrière exploitée en 6 phases distinctes. La mer Noire présente des couches d'eau horizontales qui ne se mélangent pas, avec des niveaux de salinité variés. L'eau salée provient de la Méditerranée, tandis que l'eau douce est apportée par les rivières. 10 des plus grands fleuves d'Europe se déversent effectivement dans cette mer, et elle reçoit plus d'eau douce par les rivières et les précipitations qu'elle n'en perd par évaporation. Enfin, l'excédent d'eau s'écoule à travers le Bosphore en direction de la mer de Marmara, formant 2 courants distincts. Le courant supérieur évacue l'eau de surface de la mer Noire, tandis que le courant inférieur apporte l'eau salée de la Méditerranée. Ainsi, les couches supérieures de la mer Noire sont-elles moins denses que les couches inférieures. L'oxygène provenant de l'atmosphère et de la photosynthèse reste dans les couches de surface, et à des profondeurs excédant les 90 mètres au large et jusqu'à 150 mètres près du rivage, la vie est impossible. Seules certaines bactéries y survivent. Bien qu'il n'y ait pas d'air dans les profondeurs de la mer Noire, la couche supérieure abrite environ 750 espèces de phytoplancton. Les œufs et les larves de poissons et d'invertébrés se trouvent dans les régions côtières. On recense également 180 espèces de poissons dans la mer Noire, dont certaines sont précieuses, comme le chinchard, l'aiguillat commun et le sprat. Le niveau de l'eau y est toujours constant, sans marée haute ni marée basse. Ainsi, la surface de la mer est toujours calme et sereine. Cependant, elle cache une caractéristique surprenante, une rivière sous-marine. Ce courant d'eau salée traverse le détroit du Bosphore et longe le fond marin. Cette incroyable découverte, réalisée par des scientifiques de l'université de Leeds, a été annoncée en 2010, et c'est la première rivière sous-marine de ce type jamais découverte. Elle se forme lorsque l'eau salée de la Méditerranée se déverse à travers le détroit du Bosphore dans la mer Noire, où l'eau a une salinité bien moindre. La zone dépourvue d'oxygène de la mer Noire constitue une chambre de conservation idéale pour les trésors cachés dans ses profondeurs. Véritable coffre à trésors pour les épaves, cette mer a révélé ses secrets par hasard. Des archéologues maritimes étudiaient alors les niveaux de la mer pour comprendre la montée des eaux après la dernière ère glaciaire lorsqu'ils sont tombés sur plus de 40 épaves inconnues. À l'aide de 2 véhicules téléguidés, les chercheurs ont exploré le fond marin, filmant et produisant des images tridimensionnelles détaillées des navires assemblées à partir de milliers de photos haute résolution. Selon le New York Times, parmi les 44 navires retrouvés, certains se distinguent particulièrement, comme un navire de commerce médiéval du XIIIe ou XIVe siècle. Un autre navire ottoman, surnommé la Fleur de la mer Noire, pour ses sculptures en forme de pétales, a également été découvert. L'équipe a observé des détails fascinants sur d'autres navires, tels que des cordages, des marques de burin, des gouvernails et diverses sculptures. Aucun plan d'excavation n'a encore été annoncé, mais ces épaves pourraient renfermer des trésors historiques tels que des livres ou des parchemins. Il serait sûrement intéressant de les récupérer. La découverte la plus extraordinaire dans la mer Noire est celle que les archéologues considèrent comme l'épave intacte la plus ancienne au monde. Ce navire grec antique, long de 23 mètres, repose presque indemne depuis plus de 2400 ans, à plus de 1600 mètres de profondeur.
avec son mât, ses gouvernails et ses bancs de rames toujours en place. Les chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un navire de commerce, semblable à ceux représentés sur les anciennes poteries grecques, comme le vase d'Ulysse et des sirènes du British Museum. Ce vase, qui date de la même période, nous montre un navire acheminant le héros au-devant des sirènes tentatrices. L'équipe a prélevé un échantillon pour une datation au carbone, confirmant qu'il s'agit de l'épave intacte la plus ancienne jamais recensée. La préservation exceptionnelle de ce bateau illustre le talent des constructeurs de l'époque. Sans la présence de microbes, de vers ou d'autres créatures pour dévorer les épaves, il n'est guère surprenant que ces navires se trouvent dans un état presque impeccable. Si le Titanic avait coulé dans les mêmes eaux, il serait aujourd'hui en bien meilleur état, sans être rongé par les micro-organismes sous-marins. Une théorie intrigante, connue sous le nom d'hypothèse du déluge de la mer Noire, suggère qu'une immense inondation se serait produite il y a environ 7500 ans. Dans les années 90, 2 géologues ont émis l'hypothèse qu'à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 7 à 12 000 ans, le réchauffement climatique de la Terre aurait provoqué la fonte des calottes glaciaires et la montée des niveaux marins, transformant la mer Noire en un petit lac d'eau douce. Ce lac était séparé de la mer Méditerranée par un barrage naturel au niveau du détroit du Bosphore. Puis, lorsque le niveau global des océans a augmenté, la Méditerranée a commencé à déborder dans le bassin de la mer Noire. Ils estiment que le niveau de la mer s'est élevé de 15 cm par jour, inondant les zones côtières et altérant définitivement leur environnement. Des échantillons prélevés au fond de la mer Noire révèlent un passage brusque d'une faune d'eau douce à des espèces marines, suggérant un afflux rapide d'eau salée. Des études sous-marines ont également identifié d'anciens littoraux et des structures humaines, prouvant que des populations vivaient dans des zones aujourd'hui submergées par la mer Noire. En outre, le moment de cette inondation correspond au schéma connu de migration humaine vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Certains pensent même que ce déluge pourrait être celui décrit dans l'histoire de l'Arche de Noé. Cependant, les critiques de cette théorie affirment que les preuves avancées ne sont pas aussi catégoriques et que la transition de l'eau douce à l'eau salée aurait pu être plus progressive. Ils débattent également pour savoir si les habitants ont déserté la région avant ou après sa submersion. Une ancienne chronique, datant d'environ un siècle, détaille l'existence de 2 tunnels souterrains partant de Roumanie et de Bulgarie et s'étendant sous la mer Noire jusqu'en Turquie. Autrefois, les paysans utilisèrent de tels tunnels pour déplacer leurs troupeaux vers l'Empire ottoman et le reste de l'Asie mineure. Qui a bien pu les creuser, et la raison pour laquelle ils passent sous la mer demeure des questions sans réponse. À la Première Guerre mondiale, les entrées de ces tunnels ont été scellées pour des raisons de sécurité et gardées sous étroite surveillance. L'armée roumaine était parfaitement au courant de l'existence de ces tunnels et a continué d'en interdire l'accès. Dans les années 80, des ouvriers travaillant sur le canal Danube-Mer Noire ont accidentellement découvert une autre entrée de ces mystérieux tunnels, située dans un cimetière de Murfatlar, en Roumanie. Ces mêmes ouvriers utilisaient régulièrement le passage pour transiter en Bulgarie. Mais ce qui rend ces tunnels encore plus fascinants, c'est que l'on raconte qu'ils auraient été construits il y a plusieurs milliers d'années. Creuser un tunnel sous la mer est une tâche pour le moins complexe, même avec nos technologies actuelles. Et si ces tunnels sont vraiment aussi anciens, leurs constructeurs étaient incroyablement en avance sur leur temps. Enfin, une légende urbaine raconte que la mer Noire posséderait son propre triangle des Bermudes. Les pêcheurs ont décrit un tourbillon furieux qui apparaîtrait soudainement, entraînant sous les flots des oiseaux, des navires et même de petites îles. En 1944, un navire aurait mystérieusement disparu en plein jour, entouré d'un brouillard noir qui brillait d'une inquiétante lueur verte. Depuis, personne ne l'a jamais revu. Bien que personne ne puisse attester avec certitude de cette histoire, elle ajoute une touche ésotérique et effrayante aux énigmes de la mer Noire. Souhaitez-vous qu'un styliste professionnel plie vos bagages, qu'un chef privé prépare des repas spécialement pour vous, et qu'un avion entier soit affrété pour transporter le téléviseur qui ne tenait pas dans votre jet privé? Telle est la réalité quotidienne des voyages pour les 0,1% des Américains les plus riches, ceux qui gagnent environ 3 millions de dollars par an. Comparez cela au salaire d'un travailleur américain moyen, qui est d'environ 60 000 dollars à l'année. Par ailleurs, les 1% des plus riches ont en moyenne gagné 800 000 dollars au cours de la même période.
Si vous aspirez à voyager comme les gens les moins fauchés du monde, n'imaginez même pas vous prélasser 2 semaines dans un hôtel de luxe avec du shampoing en or. La dernière tendance des voyages haut de gamme est le surf and turf, où les millionnaires passent une semaine à bord un yacht élégant après avoir séjourné dans un hôtel de luxe, ou inversement. Les ventes de bateaux ont explosé ces dernières années, et les riches adorent affréter des voiliers pour des sommes allant de 25 000 $ la semaine à 90 000. C'est un excellent moyen de se distinguer du commun des mortels, et tout est planifié à l'avance par leurs agents de voyage. Ils n'ont donc à s'occuper de rien. Les ultra-riches plébiscitent également les îles privées ou privatisent des hôtels entiers. Ainsi, une villa sur une île privée au large des côtes cannoises coûte environ 290 000 $ par semaine. C'est une somme raisonnable à débourser pour l'absence de voisins ou de circulation. Et si l'agitation vous manque à un moment donné, vous pouvez toujours grimper dans un hors-bord et danser toute la nuit dans l'un des luxueux clubs de plage des alentours. En 2023, la Grèce est devenue la destination phare des voyageurs appartenant au 1% des plus riches. L'île de Paros semble être devenue l'une des grandes favorites. La Sicile a perdu de son charme aux yeux des millionnaires, étant désormais trop visitée par les fans de The White Lotus. Et il n'y a pas que le San Domenico Palace, géré par Four Seasons, où la série a été tournée, mais c'est toute l'île qui est concernée. Pour les sports d'hiver, il y a toujours Aspen pour les Américains, ainsi que les stations de ski des Alpes. Ces destinations offrent des hôtels exclusifs, des restaurants étoilés au Michelin, des boutiques haut de gamme et des chalets qui semblent bien plus luxueux que la maison familiale moyenne. Si la neige naturelle vient à manquer, un système de canons à neige vient régler ce problème. Certains des meilleurs hôtels offrent même un accès direct aux remontées mécaniques, menant aux principales pistes de ski. Pour ceux qui sont blasés des stations européennes, les Seychelles offrent une alternative attrayante. Vous pourrez y louer une villa pour environ 11 000 $ la nuit sur une île privative. George et Amal Clooney apprécient particulièrement ces lieux. Mais ceux qui recherchent des destinations encore plus exclusives opteront pour l'Antarctique, accessible en jet privé depuis le Cap. Ce périple qui dure moins de 24 heures coûte la bagatelle de 195 000 $. Richard Branson préfère passer ses vacances sur l'île privée de Necker, située dans les îles Vierges britanniques. Cette île offre une faune magnifique à découvrir. Les clients peuvent louer l'île tout entière pour 80 000 $ par nuit. Car, bien qu'il y ait de la place pour 34 personnes, la plupart des milliardaires ne sont pas enclins à partager leur espace. Les plus fortunés du monde apprécient les événements où ils peuvent rencontrer leurs pairs. Des rendez-vous comme le Forum économique mondial de Davos, où un steak coûte 150 $ et un verre 40, sont particulièrement prisés. Il y a également les courses de chevaux, les salons nautiques de Miami ou de Singapour, ainsi que le Dubai International Boat Show. Pour les amateurs de cinéma et celles qui aiment exhiber leurs robes somptueuses, des festivals comme celui de Sundance dans l'Utah, le Festival de Cannes ou la Mostra de Venise sont d'excellentes options. Les passionnés de sport assistent à des événements tels que l'US Open de golf et d'autres tournois de golf, le tournoi de tennis de Wimbledon, la Melbourne Cup d'Australie ou le Grand Prix de Monaco pour les amateurs de vitesse et de voitures de luxe. Enfin, ceux qui ne peuvent se passer de style et aiment être à l'avant-garde des tendances ne manquent jamais les Fashion Week de New York, Londres, Milan et Paris. Pour les amateurs de musique et d'architecture somptueuse, il existe des bals d'opéra prestigieux, tels que celui de Vienne ou la soirée d'ouverture de la Scala de Milan. Ces événements ne sont pas les seuls moments marquants. Les anniversaires en sont aussi. Par exemple, pour ses 22 ans, la milliardaire Kylie Jenner a loué un super yacht pour plus d'1 million de $ la semaine. Une personne ordinaire devrait économiser toute une vie pour louer ce navire, même pour une seule journée. Lorsqu'il s'agit de se rallier leur destination de luxe, de plus en plus de millionnaires optent pour des jets privés. Ils peuvent ainsi voler à tout moment, même lorsqu'il y a des restrictions sur les vols commerciaux, et n'auront pas à choisir entre poulet ou pâtes à la tomate lorsque l'hôtesse de l'air atteindra enfin leur siège en classe économique. Il y a environ 22 000 jets d'affaires dans le monde, et ce nombre ne cesse d'augmenter. La plupart de ces avions se trouvent aux États-Unis, le Brésil étant en deuxième position. En Europe, c'est l'Allemagne qui arrive en tête, mais ne se classe que 5e au niveau mondial. Si, pour une raison quelconque, ces voyageurs ne se rendent pas à leur destination en jet privé,
et décident de partager la première classe avec d'autres passagers, ils expédient généralement leurs bagages séparément. Les bagages des riches sont récupérés à leur domicile et les attendent dans leur suite luxueuse ou leur yacht à l'arrivée. Pour un service de livraison en une journée, il leur en coûtera quelques centaines de dollars par bagage. Et bien entendu, ils ne se préoccuperaient pas eux-mêmes de faire leurs bagages. Il est bien plus pratique d'embaucher quelqu'un pour quelques milliers de dollars afin de s'occuper de cette tâche fastidieuse. Un styliste professionnel sélectionne tous les vêtements pour des photos parfaites, les roule, les place dans des sacs et établit des listes de ce qui s'y trouve et des assortiments possibles. Les vêtements ne sont évidemment pas inclus dans la rémunération du styliste, ajoutant ainsi plusieurs milliers de dollars au coût total des vacances. Bien que les voyageurs les plus riches puissent louer n'importe quel véhicule pendant leur déplacement, nombreux sont ceux qui préfèrent voyager avec leur propre voiture de luxe. Pour cette raison, ils choisissent d'expédier leur véhicule vers leur destination à l'avance. Acheminer une Porsche de Dubaï à Londres par Fly Emirates coûte environ 36 000 dollars, une somme suffisante pour acheter une voiture familiale flambant neuve. Mais ce type de véhicule est très peu prisé des milliardaires. Certains voyageurs fortunés, ne faisant pas confiance aux compagnies aériennes commerciales, préfèrent affréter un avion cargo pour transporter leurs précieuses voitures. Parfois, ils expédient une véritable armada d'automobiles, de motos et d'autres jouets coûteux. Dans le pays de destination, des camions couverts transportent ces trésors jusqu'à l'adresse du client ou au garage de leur choix. Les propriétaires n'apprécient guère que des livreurs inconnus ajoutent des kilomètres à leurs véhicules rutilants. Ce service de livraison peut ainsi coûter plusieurs millions de dollars. Certaines voitures ont une valeur sentimentale pour leurs propriétaires et valent bien moins que le coût de leur luxueuse livraison. Un homme particulièrement riche a même affrété un avion cargo pour transporter son téléviseur Samsung, qui ne passait pas la porte de son jet privé. Ah, ces problèmes de riches. Les ultra-riches peuvent se permettre de manger dans n'importe quel restaurant du monde, mais cela leur semble trop banal. Ils préfèrent donc emmener leur cuisinier personnel en vacances. Ces professionnels connaissent les régimes alimentaires et les objectifs de santé de leurs clients. Pour ces voyageurs grand luxe, la cohérence et la routine sont trop importantes pour être sacrifiées au profit de restaurants bondés. Et pour les chefs, c'est souvent l'occasion de voyager gratuitement tout en percevant un bon salaire. Parfois, les clients invitent même la famille du chef à l'accompagner, surtout pendant les vacances. Ce travail exigeant peut être très stressant, avec des horaires variés. Les cuisiniers doivent parfois préparer des dîners pour 16 personnes à la dernière minute, ou trouver des ingrédients rares dans des lieux où les magasins sont peu fournis. Et bien sûr, tout ce qu'ils entendent pendant les repas doit rester absolument secret. Chut!